Est-ce que ça date de Babylone? Peut-être. En tous les cas, les pays de l'Est vont l'utiliser, Silésie, etc. Les villes d'Europe de l'Est, disons. Et l'Italie, eux, va garder son italique et va conserver le mot italique parce que ça va durer jusqu'à Napoléon. Quand Napoléon va faire sa campagne d'Italie, il va se trouver devant ses cadrans, il dit « Moi, je comprends rien, je sais pas ce que c'est. » Donc, allez, on arrête, on passe à l'heure française. Et des fois, il y a des cadrans en Italie, « Ora française », c'est-à-dire des heures normales pour nous. Hein. Voilà. Et on continue de faire des cadrans en heure italique en Italie. Hein. Alors, voilà, hein, d'accord, divise toujours en 24 heures, bon, c'est assez simple. Je refais mon truc, vous voyez, c'est-à-dire, j'ai toujours la première heure, 1 heure après le lever du soleil. Par contre, vous voyez, aux équinoxes, il est midi, il est 12 heures, disons, au coucher du soleil. Hein. Bon. Vous avez tout compris, d'accord? Alors, voilà un cadran, ils sont rares, hein. Ils sont très rares. Je vous dirai après pourquoi. Non. Voilà, on a 4 cadrans, d'accord? Sur le même mur. Alors, on est le même mur, on devra avoir les mêmes tracés, puisque c'est le même mur, c'est la même exposition. Mais vous voyez qu'il y a celui de droite, il est incliné sur la gauche, le deuxième, il est incliné dans l'autre sens, et puis le premier, c'est quand même incroyable. Donc vraiment, quand on se trouve devant ça, on se dit, mais c'est quoi ça? Alors, le premier, c'est oreille française, heure à la française, hein, telle que l'a imposé Napoléon. Heure italique, d'accord? Donc on l'a vu, la 4e heure, elle est bien à l'horizon. Heure babylonique, on a bien à l'horizon de l'autre côté la 0 heure, d'accord? Ah, le dernier, il est bizarre. Alors, le dernier, c'est un cadran planétaire, c'est rare. Hein. Genre, il y en a un ou deux en Italie et puis un ou deux en Allemagne. Hein. Alors, ça, c'est un cadran. Alors, bon, j'ai retiré les détails parce que c'est pas possible. Ça vous indique pour chaque heure ce que vous devez faire dans la journée. Donc, si l'ombre tombe sur par exemple, Mercure, vous devez aller faire des affaires. S'il tombe sur Vénus, vous devez aller faire l'amour. S'il tombe sur Mars, vous devez aller faire la guerre. Enfin, ça vous indique s'il tombe sur, etc. C'est de l'astrologie, hein, d'accord? Mais ça vous indique pour chaque heure ce que vous devez faire. Ça, c'est très sympa. Alors, je vous ai dit que les babyloniques étaient rares parce que les italiques ont perduré avec les siècles, ce que n'ont pas fait les babyloniques. Mais par contre, on a créé beaucoup de cadrans italo-babyloniques. Alors ça, les gens les aiment bien parce que c'est un truc de fou. Hein. Je veux dire, on peut faire des choses avec. Hein. Mais vous voyez, vous avez ici en jaune les heures italiques. Vous avez la ligne équinoxiale de la date des équinoxes, donc le jour des équinoxes, la lumière va partir du haut du soleil jusqu'en bas, en bas. Vous avez ici les babyloniques, d'accord? Et puis vous avez l'arc diurne du solstice d'hiver. Et puis vous avez certains points. Donc quand la lumière arrive juste à ce point-là, vous pouvez faire des calculs puisque vous avez les 3 heures, vous avez tout. D'accord? Voilà. Bon, je sais pas si je... Ouais. Donc voilà, quand vous êtes... voilà, c'est ça. Quand vous êtes au cercle blanc, il est 16 heures italique, il est 4 heures babylonique et il est 10 heures équinoxiale. Hein? Donc soit vous suivez la ligne jaune, soit vous suivez la ligne orange, soit vous suivez la ligne noire. Vous voyez, qui est comme ça. D'accord? Bon. Faut être au bon moment. Hein. À partir de là, on peut faire plein de trucs. Hein. Alors, bon, je crois qu'on va
Si vous faites, attendez, si vous faites soustraction de la babylonique moins l'italique, vous devez avoir la durée du jour, un truc comme ça, vous divisez par 2, vous savez à quel moment il est midi. Bon, enfin c'est... Non, il faut faire 24 moins, et après l'édition. Voilà. Bon, alors soit vous avez le style droit, qui vous donne... c'est l'extrémité de l'ombre qui vous donne l'heure, soit vous avez le style polaire, et à ce moment-là, c'est toute l'ombre qui vous donne l'heure. D'accord ? Donc on dit que c'est à partir du XIIIe siècle que les Arabes auraient inventé le style polaire, et on le retrouve à partir du XVe siècle en Europe. Sinon, toutes ces heures avant, c'est toujours en heure... c'est toujours en style droit. Mais de toute façon, pour les heures babyloniques, les heures italiques, c'est toujours un style droit. On ne peut pas faire utiliser autre chose. En Inde, il y a des cadrans absolument extraordinaires. Hein. Vous êtes allé, non ? Oui, il y a même le scorpion, il y a tous les... Il y a des trucs... voilà. Donc c'est une erreur historique. Hein. C'est-à-dire que c'est... voilà, en 1730, le Maharaja Jai Singh II a voulu faire des cadrans monumentaux extraordinaires. D'accord ? Alors il s'est quand même renseigné en France, Portugal, en Angleterre. Les observatoires de Greenwich et de Paris existaient déjà, et on leur a dit, attendez, c'est de la folie ce que vous faites. Mais bien sûr, vous comprenez, vous prenez un rapporteur, vous voyez l'angle d'un rapporteur. Imaginez que le rapporteur il fait 4 mètres de rayon. Vous voyez un petit peu l'angle que ça va faire. Hein, l'angle est toujours le même, mais à 1 degré, ça va faire cette dimension-là. Donc on va gagner en précision. Voilà le but. Donc plus on grandit et plus on gagne en précision. Bon. Mais seulement, ils leur ont dit, écoutez, on a inventé la lunette, on a inventé le télescope, c'est fini. Hein. Renoncez. Mais il a tenu tête, il dit, ouais, la lunette, le télescope, tout ça, c'est des engins modernes, moi je crois à ce qui se fait en ancien. Et il l'a quand même fait, bon bah tant mieux, ça fait des monuments extraordinaires à voir, donc je crois qu'il y a 4 sites, dont un qui a disparu. Hein. Et donc celui de Jaipur, c'est sûrement le plus impressionnant parce que c'est le seul qui a été restauré en 1911, je crois. Voilà. Donc on retrouve quand même l'équatorial, hein, vous voyez, on retrouve ici le style par les axes de la Terre, on retrouve ici, vous voyez les premières images que je vous ai montrées, hein, on retrouve les choses. Hein. Et puis il y a aussi ce creux, hein, cet immense saladier immense, où il y en a 2, hein, un qui n'a pas de chiffres, rien du tout, et ça sert encore aux étudiants pour eux, ils doivent expliquer à quoi ça sert. Donc on a un filin d'acier là, et puis il y a 4 filins d'acier qui tiennent un petit disque orangé au milieu, vous voyez, avec un trou, et donc c'est la lumière qui indique les heures différentes. Bon, c'est aussi voué beaucoup à l'astrologie. Hein. Alors, maintenant on va passer aux heures de prière islamique. Alors, le plus célèbre, c'est le cadran de la mosquée de Kérouan, hein. Voilà, avec les 4 styles. Et donc vous retrouvez, alors je crois que ça, parce que tout tourne à l'envers quand on passe d'un plan vertical à un plan horizontal, donc ça je crois que c'est les italiques, hein. Et puis de l'autre côté les babyloniques. Ouais, on les retrouve, hein. Non, c'est l'inverse. Alors, on a aussi la direction de la Qibla, et puis on a pas mal de choses, hein. Alors qu'est-ce que c'est que ces 5 prières ? Alors les 5 prières, c'est... alors on avait vu, hein, pour les chrétiens, c'était lever de soleil, coucher de soleil, midi, minuit, et puis entre les deux. Ah, ça change. Ça devient plus compliqué. Maghrib, c'est après le coucher de soleil, mais avant le crépuscule, et d'une manière assez précise. Ishra, c'est après le crépuscule. Farj, c'est le symétrique à Maghrib. Zour, alors c'est quand mon ombre est égale à ma hauteur augmentée d'un quart. Non, c'est
l'ombre de midi augmentée d'un quart de ma hauteur, ça change tous les jours. Hein. Et astre, c'est ma hauteur, c'est l'ombre de midi augmentée de ma hauteur. Et l'ombre de midi, elle change tous les jours, on l'avait vu dans le premier livre. Donc ça devient quelque chose de très très compliqué. Ça devient quelque chose de très compliqué, et à mon avis, ça explique la complexité des sciences arabes. D'accord ? Moi, je pense que ça vient de là. Pas la complexité, mais pourquoi ils ont développé la trigonométrie, etc. Hein, et les mathématiques. Je crois que c'est l'élément moteur. Hein. Voilà. Donc, vous voyez... bon. Par contre, les heures de nuit, vous voyez, Makri, Bishra et Farj, c'est la nuit. Donc, on va les avoir hein, avec les fameux astrolabes. D'accord ? Mais ce n'est pas le sujet. Hein. Donc c'est pareil, ils vont développer des systèmes très très complexes comme l'astrolabe hein, pour obtenir les heures de prière de nuit. Ça marche très bien. Alors, oui, c'est un nombre de degrés, c'est le soleil à un certain nombre de degrés après le coucher du soleil ou avant le coucher du soleil, les heures de nuit. Hein. Alors là, on a les prières de l'asr. Bon, je passe ça. Hein. Là, on retrouve le cadran de Cordoue. Je passe. Bon, on a pas mal de cadrans comme ceci, portatifs, vous voyez, où on a la prière de l'asr en haut à gauche, avec les qiblas, les 3 qiblas, et puis on a les heures, vous voyez, il manque le style, et on a tout autour les heures. Alors on est à Istanbul, donc Istanbul, alors c'est rempli de cadrans absolument fabuleux, oui merci, les Turcs ne s'y intéressent pas du tout, et à chaque fois qu'il y a une restauration, ils disparaissent. Donc à Istanbul, les cadrans disparaissent. Alors c'en est rempli, hein, là il y en a, sur ce mur-là, il y en a 4 ou 5 hein, d'affilée, et c'est pas des cadrans simples, hein, regardez. Vous les voyez là, toutes les lignes horaires? Vous voyez, regardez. Ça, c'est des heures italiques. On retrouve hein, la 24e heure. Là, il y a le point des heures normales, vous voyez. Vous voyez, là, on a l'équinoxial. On a l'heure de midi à gauche, noir, là. Vous voyez, il y a des choses fabuleuses. Là, vous êtes sur Sainte-Sophie, on a un cadran qui vous donne que l'heure de prière de l'asr. En fin de compte, c'est un réseau de courbes qui vous dit toutes les 10 minutes, la prière commence dans 10, dans 20, dans 30, dans 40, enfin, à l'envers, quoi. Vous voyez ? Donc c'est ça, ces réseaux hein, de courbes. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose de plus que savant. Hein. Alors il y en a... Oui, des fois c'est toutes les demi-heures, des fois c'est toutes les 10 minutes, ça dépend des cadrans. Donc voilà, celui-là, il est moderne, vous voyez, il est de l'autre côté du Bosphore, sur une mosquée. Donc, avec un ami, on l'a fait sans se concerter. On est allé à Istanbul, pas uniquement, mais vu ce qu'il y avait à voir, mais à chercher toutes les mosquées et les prendre en photo, parce qu'on sait qu'ils vont tous disparaître. Alors celui-là, vous voyez, il a l'heure de midi. On retrouve la 24e heure, 18 heures, vous voyez, des exemples. Vous voyez, c'est le même que l'ancien qu'on a vu en premier, hein, vous voyez. Et puis, voilà, avec les heures, c'est exactement la même chose. Hein. Alors celui-là, il est absolument fabuleux. Il a été trouvé au Caire par Denis Savoie, qui était le président, qui est le directeur de recherche à la Cité des Sciences. Et là, on a des choses absolument fabuleuses, parce qu'on a ici... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vois maintenant. On a des réseaux, vous voyez, donc... Là, on a le cercle qui... Si jamais le style se casse, le cercle nous indique la hauteur du style, vous voyez? Sinon, on ne peut pas le retrouver, hein, c'est impossible. Ça, c'est un réseau de dates.
avec l'équinoxial. Et là, c'est les prières de l'astre. Et au milieu, c'était les prières en Ramadan. Alors ça, c'est un autre qui est au Caire, donc dans des réserves du musée, hein, des arts islamiques, donc on ne peut pas avoir accès. Donc là, on a un classique avec un cadran donc style polaire. Donc on a les heures qui sont tout autour, mais c'est au-dessus que c'est intéressant. Donc le style devrait être comme ceci. Donc là, on a les heures italiques de 5 degrés en 5 degrés, donc toutes les 20 minutes, hein, puisque 1 degré pour 4 minutes. Ici, on a les prières avant l'asr, donc on vous indique dans tant de temps, dans chaque 20 minutes, voilà. Donc au début, c'est, je sais pas, si j'ai 5 cours, 5 fois 4, 20, 200 minutes, etc. Puis on diminue de 20 en 20 pour arriver à l'heure de prière. Ici, on a le second asr. Donc là, c'est 2 fois la hauteur de son ombre, plus le midi. Là, on vous indique qu'il reste encore 13h20 avant la prière de la nuit, parce que on ne peut pas l'indiquer précisément puisqu'il fait nuit, mais on indique à l'avance à quel moment elle va se faire, dans combien de temps elle va se faire. Et puis là, pareil, dans 2h40, il y aura le coucher et vous pourrez faire la prière. Voilà. Alors là, c'est le plus extraordinaire qui existe, hein, c'est le cadran de la mosquée des Omeyyades de Damas, donc je ne sais pas dans quel état il est maintenant. Hein. Enfin, il paraît-il que c'était une copie et il était dans le musée. Donc là, bon, vous voyez, vous avez l'équinoxial, vous avez le midi et vous avez solstice d'hiver, donc c'est un cadran horizontal. Là, vous avez la ligne de midi, classique. Là, vous avez les heures du matin, là, les heures babyloniques. Là, vous avez les heures italiques, je n'en ai mis que quelques-unes, hein. Donc 22e, 23e heure. Là, vous avez la cour de l'astre. Là, vous avez le crépuscule. Quand l'extrémité de l'ombre passe sur cette ligne-là, ou sur toute d'ailleurs, hein, on vous dit que le crépuscule aura lieu dans 45 minutes. Là, le crépuscule a lieu dans 60 minutes. Là, on a l'aube a débuté il y a 45 degrés, donc 45 degrés, ça fait 3 heures. Hein. Et puis là, on a quelque chose qu'on vient de découvrir, on n'a jamais compris pourquoi, enfin si, maintenant on a compris. Il y a une ligne assez bizarre qui vous dit l'aube aura lieu dans 13h30. Donc pourquoi l'aube? Eh bien, tout simplement parce que c'est le seul moment qui était compatible avec toutes les dates de l'année. Voilà. Alors, on peut aussi déterminer la Qibla avec un cadran solaire. Vous voyez, voilà, ça c'est celui de Kérouan. Hein, et on a bien les 69 degrés. Et c'est bon. Bon, donc on peut avoir des cadrans qui vont nous donner les azimuts. Ça aussi, c'est intéressant. Donc c'est ça qu'on utilise pour les directions de la Qibla, direction de la Mecque. Donc vous voyez, ça c'est un cadran dans les Hautes-Alpes. Les lignes bleues, donc c'est un cadran classique, sauf que les lignes bleues qui sont horizontales indiquent à l'alpiniste qui est propriétaire de ce restaurant, eh bien ça lui indique quand le soleil passe sur la ligne bleue qui est ici, eh bien ça veut dire que le soleil est au-dessus du Viso. Il est au-dessus des écrins, il est au-dessus du Mont Blanc, il est au-dessus de l'Everest. D'accord? Voilà, ça lui fait plaisir. Bon, cadran d'azimut, voilà un cadran d'azimut à Prague. Voilà. Alors, les Incas. Eh ben, les Incas, Pérou, on a Machu Picchu, soi-disant en cadran. Voilà. Bon, il paraît que tout le sommet, là, tout l'ensemble est un cadran solaire. Hein. Vous savez, ça remonte. On a les ruines, puis ça remonte à une montagne avec un sommet. Et bien ce sommet va donner ombre en bas et va former un immense cadran. Bon, la Chine. Alors la Chine, on n'a pas trop de tradition de cadran. C'est avec l'arrivée des missionnaires jésuites qui vont introduire le cadran solaire. Hein. Donc on a un cadran solaire type qui est un cadran solaire circulaire équatorial. D'accord? On en trouve un à Pékin, dans la cité interdite, et puis en
On en trouve aussi quelquefois dans des monastères, absolument identiques. Hein. Par contre, donc, vous voyez, ce sont ces... Donc là, on est début, c'est l'époque de Galilée, hein, on est à peu près début du XVIIe siècle. Donc, ce sont tous des grands astronomes hein, qui vont essayer de convertir la Chine par l'astronomie, par les sciences. Et ils vont y arriver. Ils vont y arriver, mais les Chinois, ils voulaient des petits trucs en plus, et puis le pape n'accepte pas, donc il dit, bon, on n'en veut pas de votre religion. Et ils sont arrivés. Hein. Donc, voilà, on a des cadrans chinois, mais c'est des copies des fameux cadrans des instruments de Tycho Brahe d'avant le XVIe siècle. Hein. Voilà, avec Sierra Miller. Mais on a tout un décor chinois derrière, vous voyez. Donc là aussi, ça c'est un ami qui est sinologue, là, qui a trouvé ce cadran. Nous on retrouve les choses classiques. Hein. Et puis on a des cadrans de ce genre-là. Bon, j'ai pas de photo là, mais on retrouve exactement les mêmes cadrans sous la Renaissance, mais pas écrits en chinois, quoi. Donc ils ont recopié des cadrans connus. Alors, on a aussi l'évolution du cadran. Ce que je ne vous ai pas dit en fin de compte au début, c'est que le cadran solaire ne servait pas à donner l'heure. Il servait, comme vous l'avez vu, donc vous l'avez compris, à donner les heures des prières. Il sert à l'astrologie et il sert aussi à l'astronomie. D'accord ? Il sert à l'astronomie. Et donc là, on a quelque chose d'absolument remarquable. Donc ça se passe à Bologne, à l'église San Petronio, et on a le fameux Gian Domenico Cassini, qui va devenir Jean-Dominique Cassini, le premier directeur de l'Observatoire de Paris, jusqu'à la Révolution française. Bon, il ne va pas être directeur pendant 300 ans. Ça va être son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils, etc. D'accord ? Donc toutes les Cassini vont régner sur l'Observatoire de Paris. Mais grâce, si vous voulez, à deux choses. C'est l'astronome du pape. Et donc, il va tracer ce qu'on appelle une méridienne qui va donner l'heure de midi, qui va donner uniquement l'heure de midi. Vous la voyez, cette méridienne ? Elle est absolument fabuleuse. Hein. Donc, vous voyez, elle passe. Regardez, vous le voyez, le trou là-haut ? Donc, la lumière arrive par le plafond hein, et va donner... Donc, l'œilleton est à 27 mètres de haut. Hein. Alors, on est en 1655. Regardez la méridienne qui passe au ras du poteau. Il faut le faire. Mais ce qui est extraordinaire, donc ça doit être l'hyperbole de l'équinoxe. Non, je ne vais pas. En fin de compte, il faudrait reprendre une autre photo avant, je crois. Ouais, c'est ça, oui. Vous la voyez ? Elle passe au ras du poteau ici, et elle passe au ras du poteau pareil de l'autre côté. D'accord ? Bon, pourquoi il a fait ça ? Bon, je vous passe les détails pour fabriquer quelque chose, un objet pareil, parce qu'il faut que ce soit rigoureusement plan. Hein. Eh bien, son but, c'est de mesurer l'inclinaison de la Terre. Donc, une mesure éminemment astronomique, d'accord ? Qu'on appelle l'obliquité de la Terre. D'accord ? Voilà. Donc, c'est en mesurant l'obliquité de la Terre qu'on peut envoyer des fusées dans le ciel. C'est en mesurant ce qu'on appelle des constantes astronomiques qui sont fondamentales, d'accord ? Fondamentales en astronomie. Alors, quelques années plus tard, l'aumônier va essayer de faire encore plus fort. Vous voyez ? Toujours avec son œilleton à 26 mètres. Hein, et bien, lui, en 1743, presque 100 ans après, lui, il ne va pas essayer de mesurer l'obliquité de la Terre, il va essayer de mesurer les variations de l'obliquité. Et quand on sait que ces variations, elles sont de 1 seconde d'arc par siècle, il faut le faire. Mais il ne peut pas. Non seulement il faut le faire, mais c'est impossible. D'accord ? Alors, donc il faudra d'autres instruments beaucoup plus... voilà. Donc vous avez ici la plaque qui correspond à... Normalement, le jour de l'équinoxe, à midi, solaire, la tache solaire vient s'emboîter dans cette plaque.
Bon, j'ai eu quelques problèmes. Bon, ça c'est le jour des équinoxes, ça ne marche pas. C'est un peu décalé parce que l'œilleton, si vous voulez, c'est déplacé en hauteur. Et puis il y a beaucoup de lumière parasite parce que le vitrail est vraiment très très épais. Mais vous voyez, ça attire du monde et c'est vraiment très spectaculaire parce que quand vous voyez la tache lumineuse à quelle vitesse elle se déplace, sachant que c'est la Terre qui tourne. C'est la Terre qui tourne, c'est pas la tache lumineuse qui tourne, c'est la Terre. Donc quand on dit aux gens, mais c'est vous qui êtes en train de vous déplacer, la tache lumineuse elle ne bouge pas, ils ne croient pas. Alors, et ça c'est la photo qui est là à gauche, ça c'est au moment du solstice d'hiver, d'accord? Solstice d'été ça ne marche pas, parce que pendant une semaine la lumière ne marche pas. Voilà, donc on a vraiment une méridienne absolument fabuleuse. Voilà, solstice à midi, le solstice d'hiver. Bon, alors, on va terminer par les heures révolutionnaires. Alors, sous la Révolution française, eh bien, on impose la journée de 10 heures. Ah oui, c'est un système décimal, système métrique. Alors, on va avoir les... Donc là, c'est normal, Vous voyez, minuit, 2h du matin, 6h, midi, etc., 18h et 24h en bas. Et... D'accord? Et eux, ils vont mettre... Vous voyez? Il sera 5h à midi, et on a la division en 10 heures. D'accord? 10 heures minuit, ou 0 heure. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc vous pouvez avoir des cadrans qui vous indiquent 6 heures, il est midi, 12 heures, il est midi, et 5 heures, il est midi. Oui. Alors le problème, c'est... les gens, ils sont habitués à leur montre. Alors le problème, c'est comment on va convertir. Alors, si on prend les heures révolutionnaires, à 1 heure, il sera 2h24. Bon. Alors on pourrait dire, on va le faire dans l'autre sens. Ouais, c'est encore pire. Bon, donc ça ne va pas durer longtemps. Autant le calendrier, j'en parlerai pour la prochaine conférence, enfin celle d'après plutôt, le calendrier révolutionnaire, il va durer quand même pas mal de temps, jusqu'à Napoléon. Là, je crois que ça dure à peu près 1 an. Là, ils n'en peuvent plus, ça va pas. Mais par contre, il y a eu beaucoup d'horloges. Il y a eu beaucoup d'horloges qui ont été construites en heure révolutionnaire. Vous pouvez en voir au musée Carnavalet. Ouais, il y en a un musée Carnavalet. Il y en a aussi au musée de Besançon. En tous les cas, les cadrans solaires en heure révolutionnaire, il n'en existe qu'un seul en France. Vous voyez? On a ici, on ne voit pas là. On a ici indiqué 5, qui donne l'heure de révolutionnaire. Non, ça c'est... Non. Il y a un 5 qui est indiqué, c'est certain. Le voilà, je le vois. Vous le voyez? Vous le voyez, le 5? Donc ça, c'est heure révolutionnaire et ça, c'est le midi normal. Il en existe un aux États-Unis, à Boston, qui est en céramique de Sèvres, donc il a été acheté. Il en existe un autre en Belgique, dans le fameux musée, l'exceptionnel musée de la ville wallonne. Il y a les cadrans fabuleux là-bas. Vous voyez, on a le 5 en haut, vous voyez, le 5 de midi qui est en haut. Vous voyez? Donc il n'est pas exposé, donc ça m'a été fourni donc, par le musée. On a, dans aucun catalogue il apparaît ce cadran. Et puis vous avez celui-là qui est en Italie. Alors on va dire, qu'est-ce que c'est les heures révolutionnaires en Italie? Eh bien, à ce moment-là, cette partie de l'Italie appartenait à la France. Ils l'ont restauré, mais ils ont fait une bêtise parce qu'ils ont mis 10 au lieu de 5, vous voyez? Voilà. Ben, c'est fini. Je vous parle 2 secondes de la commission des cadrans solaires. Donc la SAF a été créée par Camille Flammarion en 1887 et la commission des cadrans solaires en 1972. Et elle s'occupe des cadrans solaires et des astrolabes. Nous sommes 300
toute la France. À chaque fois qu'il y a une réunion, ça vient de toute la France et de l'Europe, hein, systématiquement. Il y a des Suisses, là, récemment c'est des Italiens, il y a des Anglais, des Allemands tout le temps. Et vous voyez, on a répertorié 32 870 cadrans. Voilà, sur la France, mais on répertorie le monde entier. Et des publications, vous avez chaque publication qui paraît 2 par an, il y a 320 pages. Et c'est une sacrée bibliothèque, hein. Il y a déjà combien de numéros par rue? Si, c'est écrit, parce que chaque fois il y a le numéro 28. 28. Hein, c'est ça? Vous imaginez 28? Le volume que ça fait. Hein. Il y a un site. Hein. Et puis, moi j'ai écrit des articles sur des cadrans solaires, donc vous pouvez les trouver sur Faites Astronomie Chaville. Voilà. Vous pouvez les trouver. Voilà, si vous avez des questions, c'est assez dense, hein, non? Vous pourriez me redéfinir ce qu'est un astrolabe, s'il vous plaît? Voilà. Voilà. Mais vraiment. Je suis pas sorti. Je vous pose la question. Je suis pas sorti. Non, mais rapidement, Ouais. vulgairement, si vous voulez. Alors attendez, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Si. En fin de compte, l'astrolabe, quand vous tenez l'astrolabe, vous tenez l'univers connu de l'époque. Vous tenez l'univers entier. C'est un instrument qui sert à la pédagogie, hein, qui servait dans les universités et qui était acheté par les rois, par les princes, et c'est des objets prestigieux. D'accord? Donc déjà, voilà. C'est pas un instrument que du navigateur, etc. C'est pas tout à fait ça. Hein. Donc, l'astrolabe, c'est une projection stéréographique. C'est-à-dire, en fin de compte, vous imaginez la sphère armilière, c'est-à-dire, vous avez, je sais pas comment, vous avez, je sais pas si je vous en ai pas montré là, vous avez un grand, des armilles, des anneaux. Hein? Donc vous avez un anneau qui est par exemple le méridien, d'accord? Donc qui est exposé nord-sud. Vous avez le pôle nord et vous avez le pôle sud, d'accord? Vous avez un axe qui est l'axe des pôles, et puis vous avez un autre cercle qui est l'équateur, d'accord? Bon, vous pouvez tracer aussi un autre cercle au-dessus qui serait le tropique du Cancer, un autre en dessous qui sera le tropique du Capricorne. Et puis vous remettez encore un autre cercle qui est un petit peu décalé de 23 degrés, vous voyez, qui est l'écliptique, c'est-à-dire là où passe le Soleil. Et vous avez un petit peu l'univers. Il suffit de rajouter quelques étoiles un peu partout, d'accord? Et puis vous mettez la Terre au milieu, puisqu'à cette époque-là, on avait une vision géocentrique. Donc vous voyez un petit peu l'image que ça fait, hein? Vous voyez? Eh bien, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Mais grossièrement, vous écrasez tout ça sur un plan et vous avez l'astrolabe. Voilà. Donc vous avez les étoiles, vous avez la Terre, vous avez sur Terre, vous avez les azimuts, les directions, vous avez les hauteurs où va apparaître. Vous avez toutes les étoiles qui vont apparaître, vous avez le soleil qui va apparaître, vous allez avoir les heures, vous allez avoir absolument tout connu dans l'univers. Ouais. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que tout ce que vous avez narré ce soir était accessible au travers des siècles au commun des mortels? Je m'explique. Est-ce qu'au Moyen-Âge, à la Renaissance, le citoyen lambda connaissait l'heure, pouvait déchiffrer l'heure, ou c'était réservé vraiment à une élite scientifique? Je sais pas trop quoi vous dire. Peut-être dans des prières. Pour les heures de prière, il n'y avait aucun problème. Pour les Arabes, avec les heures de prière, il n'y avait aucun problème non plus. Disons que ça fait quand même partie de la vie quotidienne, tout ça. Ouais. C'est comme si vous me demandiez un petit peu, est-ce que les gens maintenant savent comment fonctionne une horloge? Est-ce qu'ils savent comment fonctionne une horloge atomique? Est-ce qu'ils savent comment fonctionne l'intérieur d'une montre? C'est un petit peu ça. Poser la question. Oui, non, ça m'étonnerait, vous voyez. Donc, les informations, disons que les informations, on sait les lire. On sait les lire. Par contre, je suis sûr
que peu de gens... Il vient d'avoir une exposition absolument fabuleuse, là. Il vient de se terminer. C'était un antiquaire, l'antiquaire du Louvre, qui vient d'exposer 150 cadrans de la Renaissance. Tous les gens qui se sont présentés à cette exposition étaient enthousiasmés parce qu'il y avait des cadrans, c'était tous des pièces uniques. Il y avait des cadrans en or, il y avait des cadrans en argent, il y avait des cadrans en ivoire, il y avait des cadrans en ébène. Il y avait tout ce qui existe dans la folie du cadran portatif. Là, je ne présentais quasiment aucun cadran portatif, c'est un autre monde. Il y a des trucs qui sont d'une complexité inouïe. Mais vous savez, maintenant, moi je sais qu'en France, il n'y a personne qui s'est spécialisé là-dedans. Personne ne connaît vraiment bien. Il y a peut-être une personne. Mais à cette époque-là, tout le monde savait. Hein, oui. Par contre, ce qu'on peut dire, en fait, les cadrans solaires, ils avaient un bras. C'est-à-dire, comme si c'était des indications de prière, Vous voyez, dans les églises catholiques, le relais, c'était la cloche. Il fallait quelqu'un qui tire la cloche. Tout Et à c'était fait. lui qui savait lire le cadran solaire pour savoir quelle heure il tout à était. fait. Tout Et à les fait. Arabes, c'est le médecin qui chante sur le... Tout à fait, tout à fait. Et c'est lui qui allait voir, qui voyait l'heure. Les gens ne savaient pas. Tout à fait. Là, j'ai des photos que j'ai eues au Maroc où il y a la tour du Mézine et il y a le cadran qui est juste à côté, qui indique l'heure de prière. Par contre, dans l'histoire de France, il y a quand même un moment donné où le citoyen, il a eu à souffrir. C'est quand on est passé de l'heure solaire vraie, celle du cadran solaire, à pas encore tout à fait l'heure de la montre telle qu'on la connaît maintenant. Il a fallu passer de l'heure du soleil à l'heure mécanique. C'est ça. Ouais, ouais. Et le passage, il fallait que les horloges soient calées à l'heure. Il y avait des méridiennes dans les villages. Et alors là, il fallait que les citoyens aillent regarder la méridienne, fassent la correction pour mettre... Alors là, ça devait prendre la tête. Hein. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait de la résistance. Voilà. Tout ça, j'en ai pas parlé parce que je vais en parler abondamment. Excusez-moi. Hein. Non, mais je vous dis, je vais en parler abondamment quand on va fabriquer le cadran solaire. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça, je ferai même un petit diaporama ou explication en même temps. Ça a dû être dur pour eux, là, à ce moment-là, je pense. Non, mais c'est pas facile. En plus, je vous donnerai des documents. Je vous donnerai des documents. Hein. Quand vous nous dites que des cadrans solaires disparaissent, on peut pas essayer de les sauver. Ils sont abîmés, ils sont détruits, ils sont volés. Il y a eu des... Oh, non, ils sont détruits, ils sont effacés. Vous savez, dans le monde arabe, il y a quelque chose d'assez bizarre vis-à-vis des choses qui se dégradent. On les laisse se dégrader. Je sais pas. Je sais pas. C'est Inch'Allah. Ouais. On va faire des choses extraordinaires, on va construire des choses extraordinaires. Mais ce qui a été fait avant, c'est appelé à disparaître. C'est pas... Voilà. Mais une question chez les Grecs, ce que vous appeliez le scaphe, là, ou oui. etc. À l'époque des Grecs, qu'est-ce que ça indiquait comme heure? Parce que les graduations ont l'air régulières, Oui. alors que si c'était les heures, je dirais, inégales, on aurait dû... Parce qu'on voit des beaux traits, bien droits. Oui. Alors qu'on devrait avoir, comme chez les Arabes, des trucs un peu tordus en fonction de la déformation tout à dans fait, l'année. tout à fait, tout à fait. Alors qu'est-ce que ça indiquait Alors, je vous ai dit, hein, c'est 12 heures de jour. Oui. Alors, si vous voulez, il y a une manière de les construire qui est assez simple. C'est-à-dire que le jour du solstice d'été, on va tracer la courbe. Minute après minute, le point du soleil va se déplacer. Hein. Donc, ça va nous indiquer la courbe. C'est facile. Ensuite, on va faire pareil aux équinoxes. On va faire pareil au solstice d'hiver. Et on va avoir 3 courbes. Les 3 courbes, on les divise en 12 parties égales. Facile aussi. Hein, sauf qu'on est dans un creux. Donc, ça va pas être si facile, mais c'est quand même... Bon, c'est quand même 12 parties. Et puis après, on joint les traits. Sauf que vous dites, c'est vrai, c'est que c'est pas tout à fait droit tout ça. Et en plus, on est dans des creux. Ouais, ça alors il y a un mathématicien, là récemment, là il y a 2-3 ans, qui a pris à bras le corps cette histoire, ça avait déjà été étudié, et on peut dire qu'on a aujourd'hui la théorie de ces cadrans. Moi j'ai rien compris, hein. C'est d'une complexité mathématique inouïe. Mais maintenant on sait faire. On sait faire par les mathématiques. Mais les Grecs, ils étaient incapables de le faire. Donc c'est vraiment empirique, comme je viens de vous l'expliquer. Parce que ce qui m'étonne un peu, enfin, oui et non, parce que ces histoires d'heures inégales,
Oui. ça venait du principe qu'on voulait que la journée commence le soir ou le matin. Bon. Oui, oui, oui. Bon, ça doit venir. Oui, oui. C'est plutôt, hein, on se réfère, moi c'est ce que j'ai compris, on se réfère à Genèse dans l'Ancien Testament, hein, où vous vous souvenez tous, Dieu créa le monde en 6 jours, et à chaque fois, à la fin des 6 jours, il nous dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc pour lui, commence la journée, enfin, dans des textes bibliques, on commence la journée le soir, le matin. Bon, mais ça c'était à l'époque de l'écriture de la Bible, c'est-à-dire quoi, ça a été écrit quand ils étaient à Babylone, donc ça a dû être imprégné de la culture babylonienne qui devait véhiculer ça. Bon, donc cette idée est un petit peu tordue entre nous, l'histoire de... Bon, ça correspondait au mode de vie, parce que la nuit on faisait rien, donc il fallait bien, effectivement. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des civilisations qui seraient peut-être moins pris la tête en appliquant des heures égales, en disant, bon, bah, il y a 12 heures par jour ou 24 heures par jour, et à ce moment-là, ça correspondrait plus... Oui, mais il y a les fameuses heures babyloniques. Non, mais babylonique, c'est le même principe. Hein. Oui, sauf que les heures sont égales, puisque c'est 24 heures du coucher au coucher. Voilà, mais à l'époque des Grecs, il n'y avait pas ça. J'en sais rien. Si, on peut Disons penser. que je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Ce que je sais, c'est pas facile. Hein, parce que ce que je sais, c'est que avec, on retrouve des quantités de textes nous parlant des heures inégales, ça c'est certain. Ouais. Mais par exemple, à Topkapi, on a un SCAF, un cadran en creux qui est très bizarre, qui est comme ceci. Puis il y a des heures bizarres, hein, il y a des heures italiques dessus. Je ne sais pas trop ce que c'est, d'où il sort celui-là, il est tout seul. Hein. Donc il y a quelques cas, il y a quelques spécimens qui posent problème. Mais ils sont rarissimes, hein. Je dis sur les 600 qui existent, ils sont tous en heure illégale. Enfin, ils sont un peu tous de culture, je dirais, occidentale. Hein. Est-ce que, également, du côté américain, chez les Mayas, il y avait des heures inégales? Est-ce qu'ils avaient, eux, inventé aussi des À trucs part comme ce que ça? je vous ai montré, il n'y a rien. On ne sait pas. Hein. Moi, j'ai cherché au Mexique, j'ai trouvé pas mal de choses, mais c'était totalement différent. Il n'y a pas de cadran.